L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. La défense a la parole. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais justement intervenir au nom et pour le compte, bien entendu, du président Moussa Dadis Camara, plus particulièrement. Mais je veux, en intervenant justement en son nom et pour son compte, donner des réponses tant contre ce que le parquet a qualifié de réquisition, et moi je pèse mes mots, vous le comprendrez pourquoi, mais également ce que la demande faite depuis 2023, précisément le mois de mars 2023, par une partie de la partie civile, ou des parties civiles, excusez-moi. Vous comprendrez que je vais intervenir sur deux points essentiellement. La forme m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on qualifie de réquisition, qui n'en est pas une. Pas du tout. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Et je vais intervenir sur le fond. Mais avant, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais commencer mon intervention par des observations. Pour moi, à coup sûr, ces observations vous guideront, ces observations vous permettront de comprendre mieux que l'enjeu de ce procès qui a débuté depuis le 28 septembre 2022 se joue peut-être sur cette requalification qui a été demandée tant par le parquet, les ministères publics, que par les parties civiles ou une partie des parties civiles. La première observation, Monsieur le Président, c'est très banal. Je voudrais que nous notions que nous sommes devant un tribunal criminel national. Je veux peser mes mots. Nous sommes devant un tribunal criminel national. Nous ne sommes donc pas devant un tribunal international, ni même devant un tribunal mixte ou un tribunal internationalisé. Je peux faire toute une journée pour faire la différence entre ces juridictions. Alors, parce que nous sommes devant un tribunal criminel au niveau national, nous ne pouvons appliquer que les lois nationales. Parce que le droit pénal, la procédure pénale, ce droit processuel, il est tellement jaloux qu'il est un droit souverain ayant un caractère purement ou exclusivement territorial. Alors, je voudrais également indiquer comme deuxième observation qui résulte naturellement de la première, que nous ne sommes pas devant la Cour pénale internationale pour que les règles qui sont appliquées devant la Cour pénale internationale, qui résultent du statut de Rome, soient appliquées par votre juridiction. Vous allez comprendre que cela est
non seulement juridiquement impossible, mais matériellement, c'est impossible et la raison est aussi très simple. Monsieur le Président, c'est que on a intégré dans l'arsenal répressif guinéen les mêmes incriminations qui se trouvent dans le statut de Rome, dans notre arsenal répressif en 2016. Si cela ne comptait pas en droit, si cela n'avait pas un pesant d'or, si cela ne voudrait pas dire que sans son intégration, il serait difficile de l'appliquer, sinon impossible, on n'aurait jamais fait. C'est pour ça que je dis que parce que tout simplement on l'a intégré, cela est suffisant que nous ne parlions même plus de la Cour pénale internationale ici, que nous ne parlions même plus du statut de Rome ici. Parce que tout simplement, ces faits sont intégrés. Deuxième élément, pour vous dire, c'est que le 28 septembre 2022, il a été signé entre la République de Guinée, représentée par le président du CNRD, et le bureau du procureur, représenté par le confrère anglais, Maître Karim Khan, un mémorandum. Je vais vous parler, dans mon intervention, des points 6 et points 12 de ce mémorandum pour que vous compreniez que la Cour pénale, que le bureau du procureur lui-même savait qu'à partir du moment où, en raison du principe de la subsidiarité qui existe entre ces deux juridictions, la Cour pénale ne pouvait plus réagir. Et quand je parle de principe de subsidiarité, il faut bien que je précise, contrairement à ce qui a été dit ici à l'audience, notamment par une des parties civiles, en réalité, la juridiction qui est subsidiaire, c'est bien la Cour pénale internationale. Ce ne sont pas les juridictions guinéennes. Les juridictions guinéennes sont d'office compétentes pour connaître de toutes les infractions qui sont commises dans le ressort géographique de la Guinée ou toutes les fois qu'un Guinéen est impliqué. Voilà le principe. La subsidiarité intervient lorsque, au niveau interne, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas montré une bonne volonté, un véritable gage de pouvoir aller en jugement ou organiser un procès équitable. Donc, c'est l'autre qui est subsidiaire à l'autre. Mais je voudrais, Monsieur le Président, aussi observer que nous sommes à près de 2 ans de ce procès. Moi, j'ai mal quand on dit juste plus d'1 an. On a dépassé la moitié de la 2e année. Et que ce soit maintenant là que l'on veille, nous retourner à la case de départ. Mais là, le parquet a péché. Mais ce péché va malheureusement agir sur le parquet à plusieurs points de vue. Premier point de vue, Monsieur le Président, au moins, en demandant à l'audience du 4 mars la requalification de ces faits en crime contre l'humanité ou toute autre forme de responsabilité du chef hiérarchique ou du supérieur militaire dont je vais parler tout à l'heure, le parquet a montré aux yeux de l'opinion nationale, aux yeux de l'opinion internationale, aux Guinéens qui n'a jamais fait le droit, qu'il a poursuivi le président Dadis et ceux qui sont là pendant plus de 2 ans à tort. Parce qu'il leur montre, il montre qu'il n'a aucun élément pouvant vous ou lui permettre lui-même de requérir une quelconque culpabilité à leur égard. Là, c'est une constance, c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on ne peut discuter. C'est pour ça que, justement, il veut qu'on revienne à une autre infraction pour voir si, dans les débats liés à ces infractions, il sera possible pour lui
de trouver des éléments permettant de requérir la condamnation. Voilà, il a péché. Le deuxième élément qui montre qu'il a péché, malheureusement pour lui, il est tombé cette fois sur une défense unie. Pas une défense diversifiée, pas une défense multipliée, ce qui affaiblit la défense depuis le début. Il est tombé sur une défense unique qui, cette fois, sur la question, parle de la même voix. Et à partir de là, il sait n'avoir aucune chance. Le troisième élément qui montre qu'il a péché, peut-être il a voulu aider les partis civils, puisque depuis au moins 10 ans, depuis le cabinet d'instruction, ce sont les partis civils, ou certaines parties civiles, qui ont toujours demandé la requalification. Et le parquet s'est toujours opposé. On ne reviendra pas sur ces détails qui sont largement, éloquemment et brillamment déjà exposés par les confrères qui m'ont précédé. Mais ce que le parquet a oublié, c'est que nul ne peut plaider par procureur. Ça veut dire tout simplement, on ne peut pas agir en justice que pour défendre son propre intérêt. Le parquet n'est pas là pour défendre l'intérêt des parties civiles, simplement parce que depuis le début, c'est la partie civile qui a fait tout le travail pour le parquet. Peut-être il veut retourner l'ascenseur et aider, mais bien que procureur, un procureur ne peut plaider par procureur. Il ne doit agir que pour son intérêt et dans son intérêt, pas pour aider. Monsieur le Président, la dernière observation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que nous ne devrons même pas parler du statut de Rome. Nous ne devrons pas parler du statut de Rome, mais nous devrons uniquement parler du Code pénal, du Code de procédure pénale de 2016, puisque c'est ce code-là qui règle tout ce pourquoi nous sommes ici. Ceci dit, j'ai commencé par dire que je voudrais intervenir d'abord sur la forme. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons jamais reçu, même si c'est l'appellation que le parquet a donnée, sur ce papier, réquisition aux fins de qualification des faits. Mais ce qui est contenu dans ce papier, Monsieur le Président, est un mélange à la fois de compte rendu d'audience et de rapport. Même si le parquet prend le soin à la fin de dire je requiers. Pourquoi c'est un compte rendu? Et pourquoi ce n'est pas une réquisition? Aucune forme n'est imposée dans la rédaction. Aucune forme n'est imposée quand il s'agit pour un parquetier de prendre une réquisition. C'est à deux niveaux. Parce que le parquet peut requérir par écrit, comme il peut requérir oralement plutôt. À partir du moment où le parquet a choisi la voie de l'écrit, il se doit de respecter un certain formalisme. C'est pour ça que dans toutes les réquisitions écrites que le parquet fait, il y a toujours ce qu'on va appeler la présentation de la preuve des faits. C'est seulement après ces faits présentés que l'on va à la démonstration. Et on conclut par requérir. Mais, Monsieur le Président,
qu'est-ce qu'on requalifie en droit? Ce sont des faits. Or, ce document que le parquet nous a présenté, du début à la fin, il n'y a aucun fait présenté. Et je mets le parquet au défi de nous dire où se trouvent les faits présentés dans ce document et pour lesquels il vous demande une requalification. Je le mets au défi sur la base du document que nous avons reçu. Ce document de 34 pages. Il n'y a aucun fait. Or, ce sont des faits qui vous sont présentés. Ce sont ces faits-là qu'on va vous demander de requalifier en indiquant la démonstration pour dire tel fait ne peut plus être considéré comme assassinat ou meurtre ou complicité d'assassinat, mais doit être considéré comme un crime contre l'humanité ou est relatif à la responsabilité du chef militaire ou du supérieur hiérarchique. Vous ne trouverez pas dans ces pages-là la présentation d'un quelconque fait. À partir de là, Monsieur le Président, j'ai commencé par indiquer que nous sommes devant une cour d'assises. À la cour d'assises, Monsieur le Président, on ne vient pas pour apprendre. On a déjà appris. Ce que nous disons, on est vu de loin, très loin. Et ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, jugent également ce que nous faisons ici. Quels faits ont été présentés? Ces faits n'existent pas. Parce que ces faits n'existent pas, Monsieur le Président, il ne s'agit pas sur la forme de réquisition. Voilà pourquoi notre première demande, en tout cas en ce qui concerne la défense du président Dadis, vous demande tout simplement que sur la forme même de déclarer tel document irrécevable. Parce que tout simplement, le petit formalisme n'a pas été respecté. Pour une cour d'assises quand même, pour un tribunal criminel, vous comprenez, quand je parle de cour d'assises, je me trompe, oui, mais vous saviez bien que toutes les attributions qui étaient dévolues à la cour d'assises jusqu'en 2016 ont été désormais dévolues au tribunal criminel. Vous ne faites que jouer ce rôle que le juge à la cour d'assises jouait. Vous ne pouvez pas considérer cela sous la forme comme des réquisitions. Pour nous, de la défense du président Dadis, ça n'est pas une. Sur le fond, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet dans ses réquisitions, je commence par le parquet et je vais terminer par la partie civile, se fonde sur 5 éléments essentiellement. Je vais dire, le premier élément, les déclarations des accusés. Le deuxième élément, les déclarations des parties civiles. Le troisième élément, les déclarations des témoins. Le quatrième élément, les pièces du dossier. Le cinquième élément, des dispositions qui sont des dispositions légales. Sur les premiers, deuxième et troisième éléments, je parle tout naturellement des déclarations des accusés. Monsieur le Président, par définition, un accusé est un partie à un procès. Par définition, une partie civile est une partie au procès.
est-ce que la version qui n'est pas un fait, mais la version qu'on a l'habitude de dire la part de vérité d'une partie à un procès constitue des faits qui peuvent amener à la requalification d'un fait? La réponse est tout à fait négative. Je prends uniquement, Monsieur le Président, le cas du président Moussa Dadis Camara. Les déclarations qu'on vous fait comprendre, qu'on veut vous faire comprendre qu'elles sont suffisantes pour pouvoir qualifier ces faits-là de crimes contre l'humanité. Je vous donne, Monsieur le Président, le tri que le parquet a fait des déclarations parfois totalement tronquées, qui n'ont jamais été dites ici. Et là aussi, nous le pesons, parce que ce procès, il est médiatisé, et il y a des audios qui existent, il y a des vidéos qui existent, et nous avons été là quand notre client était entendu. Nous étions là à côté de lui, et nous lui touchions d'ailleurs les épaules. Donc rien ne nous a échappé. Voici le premier élément sur lequel le parquet vous demande de requalifier les faits pour lesquels le président Dadis est poursuivi, crime contre l'humanité. On dit que le président Dadis a dit ici, tous les éléments du régiment étaient armés. Pour le parquet, c'est un élément de qualification. Le droit, il est tellement élémentaire, il est beau. Il est tellement beau que quand on le dit, quand on le prononce, on doit peser tous les contours. Est-ce que le fait pour le président Dadis de dire à la barre de cette audience-là, s'il avait dit tous les éléments du régiment étaient armés, est-ce que cela est constitutif des infractions relevant du crime contre l'humanité? Est-ce que cela est relatif des faits relevant de responsabilité supérieure, du supérieur hiérarchique ou de responsabilité du chef militaire? Je vais d'ailleurs en parler parce qu'on a totalement oublié les conditions qui sont d'ailleurs cumulatives pour qu'on parle de responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais le deuxième élément sur lequel le parquet se fonde, dans une audience criminelle, Monsieur le Président, regardez dans tout le monde entier, le parquet vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité parce que le président Dadis a dit « J'étais le président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, premier magistrat du pays et chargé de coordonner les activités de l'État et des ministres. » C'est écœurant, à la rigueur c'est ahurissant, ça fait mal. Ça fait mal qu'à une audience criminelle, regardez à travers le monde entier, qu'un parquet vous demande de requalifier sur le fondement de telles expressions. Mais je vais revenir sur la phrase là, parce que j'ai comme l'impression qu'on ne l'a pas comprise. Quand le président dit « j'étais le président de la transition », le chef de l'État, est-ce que quand on est chef de transition, président de la transition, chef de l'État, c'est constitué d'infraction? Non. Quand il dit commandant en chef des forces armées, voilà ce qu'on veut utiliser pour indiquer qu'il était un chef militaire. Encore une fois, nous le disons ici, nous le dirons plus haut pendant nos plaidoiries, nous l'avons déjà démontré que le titre de commandant en chef des forces armées n'est qu'un titre honorifique. L'opérationnel, les lois internes sont très claires, un président ne fait pas partie de la hiérarchie militaire. Nous l'avons démontré ici avec les dispositions à l'appui, mais on veut faire oublier. C'est comme quand on dit « j'étais le premier magistrat du pays ». Est-ce que vous avez une fois vu un président de la République porter la robe noire quand le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer en matière disciplinaire, mais qui préside? C'est le premier président de la Cour suprême. Si le président n'est pas là, qui est son vice-président? Je crois que c'est le ministre de la Justice.
Mais quand c'est en matière disciplinaire, mais ce sont les magistrats. Qu'on ne confonde pas un titre honorifique. Qu'est-ce que ce titre lui donne? Ce titre lui donne le pouvoir de nommer aux fonctions militaires et aux fonctions civiles, par décret. Voilà tout. Voilà tout. Ça ne fait pas de lui un chef militaire. Il laisse un supérieur hiérarchique, mais cette qualité ne donne pas le droit au parquet de pouvoir demander que l'on puisse requalifier les faits en tenant compte de ces éléments-là. Je vais revenir là-dessus. Je continue. Le parquet vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité des chefs militaires, des supérieurs hiérarchiques, en vous demandant de voter sur cet élément-là encore. Je vous cite. Le président a dit « J'étais informé de la programmation de la manifestation avant mon départ pour l'Abbé, le 26 septembre 2009. Je m'y étais opposé à cause de la portée historique et la solennité que je voulais accorder à cette journée. C'est pourquoi je joignais au téléphone vers 1h du matin le leader politique, M. Sidia Touré, pour lui demander non seulement le report de la manifestation, mais aussi sa délocalisation pour le stade de Nongo. Celui-ci me disait qu'il se faisait trop tard. Est-ce que, Monsieur le Président, cela est suffisant pour convaincre un tribunal de qualifier tel fait en crime contre l'humanité? Je continue. Je n'avais pris aucune disposition pratique et idoine pour faire cesser les massacres qui étaient en cours au stade et parmi les hommes qui s'y étaient rendus. Il y avait le colonel Moussa Thiebro Kamara et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, auquel je n'avais aucun ordre. Même si ce qu'on dit d'ailleurs est tronqué, parce que ce n'est pas exact. Le président Dadis ne l'a jamais dit ici. Parce que nous avons démontré, et je prends notamment avec le doyen Baouri, où quand lui-même il était là, toutes les dispositions qu'il a prises pour que cette manifestation ne se tienne pas. Mais comment un parquetier qui doit poursuivre à charge et à décharge peut prendre des bouts de phrases dans un procès aussi long, je vais même dire aussi bateau, et l'attribuer à une personne pendant que le procès se tient encore? Je pense que le greffe est là. En bon sténographe, nous pourrons revoir tout ce qui a été dit. Mais dans tous les cas, ce procès-là a été filmé du début à la fin et vous avez tous les audios, nous les avons, et le président Dadis n'a jamais dit ici qu'il n'a pas pris de dispositions, pour la simple raison que ces dispositions ont existé et d'autres sont venus en parler. Mais on veut, sur la base de ce qui est tronqué, vous amener à requalifier tel fait. Mais là encore, ça ne peut pas tenir. Je continue. Je n'avais pris, je reconnais avoir pris un décret à la date du 2 novembre 2009 pour promouvoir en grade tous les militaires, y compris ceux qui s'étaient rendus au stade. C'est une tradition que j'avais héritée. Vous savez, Monsieur le Président, cette requalification qui est demandée sur la base de telles déclarations saugrenues frustre. On veut méconnaître à un chef d'État, à un président, son pouvoir de nommer. À un moment donné, c'est frustrant. C'est frustrant, c'est un accusé, oui. Mais ce qu'il a été, personne ne pourra changer. Je l'ai toujours dit ici, que l'on veut trouver des poux sur un crâne rasé. Mais on ne trouvera pas de poux sur le crâne rasé du président Dadis, parce que ces poux n'existent pas, parce que ces poux ne sauraient exister. Et la preuve, c'est bien cette demande de requalification qui nous donne raison, qui indique que depuis qu'il est poursuivi sur la base de ces faits,
rien n'a été trouvé comme élément probatoire pouvant lui être collé à la peau, comme on le dit. Cet élément ne peut exister, mais il faut quand même qu'on évite des propos qui frustrent. On ne peut pas indiquer que parce qu'un président d'une nation nomme ceux qui sont respectés aujourd'hui en Guinée, beaucoup le sont parce qu'ils ont été nommés par lui, par le président Dadis. On ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir nommé et considérer ça comme un élément pouvant vous permettre de qualifier les faits pour lesquels il est poursuivi en crime contre l'humanité ou toute autre forme de responsabilité liée du chef hiérarchique ou du chef militaire. Je continue, puisque ce n'est pas beaucoup. Je confirme les déclarations du général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits, selon lesquelles ce sont naturellement les gens du régiment qui s'étaient rendus au stade et que le regroupement de Kalea était géré par moi et mon ministre de la Défense. Cela n'a jamais été dit ici. On a encore tout ce qui a été dit par cœur. Et même si cela avait été dit, est-ce que cela est suffisant pour constituer un élément de crime contre l'humanité? Mais le parquet, c'est la démonstration que le parquet est en train de faire. Le parquet n'a pas présenté les faits, alors qu'il est obligé de présenter des faits dans ses réquisitions, mais il a plutôt présenté les déclarations qui sont faites par les parties à ce procès. C'est-à-dire que les déclarations des parties sur les faits, au lieu de présenter lui-même des faits. Je continue. Tous les éléments de la présidence étaient coiffés en béret rouge. Voilà un autre élément. Et le parquet veut que vous requalifiez les faits sur la base de ce propos du président Dadis. Je confirme les exactions perpétrées au stade, même si je n'y étais pas personnellement. Mais, monsieur le président Dadis est un homme honnête. Il l'a dit depuis le début. Mais personne n'a jamais nié ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais personne. Mais ce qui compte, c'est l'imputabilité. Mais nous sommes devant une cour d'assises. Est-ce que parce qu'il y a eu ces faits au stade du 28 septembre, ces faits sont imputables au président Dadis? Mais il ne l'a jamais nié. Mais ce n'est pas lui. Il n'est ni de près ni de loin proche de cela. Alors, que l'on vous dise, parce qu'il dit que cela est arrivé et que ça suffit pour que vous qualifiez le fait en crime contre l'humanité, ce ne sera jamais votre tribunal criminel, monsieur le président. J'avais été informé des tortures qui étaient infligées aux personnes enlevées au stade dans l'enceinte du camp Koundara, où Begré avait été nommé comme commandant malgré son grade de sergent par le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, dont moi-même avait entériné. Je recevais également des informations relatives au cas des charniers, mais je ne sais pas où ils se trouvent et personne de mes proches ne m'a donné une indication concernant ceci. Est-ce que ces propos suffisent pour parvenir à une qualification de crime contre l'humanité? Est-ce que ces propos suffisent pour pouvoir engager la responsabilité du président Dadis sous le chef de ceux qui étaient supérieurs hiérarchiques ou de ceux qui étaient chefs militaires? Non. Mais il a dit ici, mais tout le monde a appris, mais tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Mais personne ne lui a jamais donné les éléments qu'il faut. Il ne pouvait pas le savoir. Mais il ne pouvait pas non plus dire qu'il ne l'a jamais su. Tout le monde en a parlé, les médias en ont parlé. Je continue, peut-être c'est le dernier point. Les bérets rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de ma garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des coris. Le président Dadis ne l'a jamais dit cela ici. Et je mets quiconque au défi. Je mets le parquet au défi de nous prouver à travers un des passages du président Dadis où il le dit.
Donc qu'on ne vienne pas poser sur un bout de papier qui n'est pas, encore une fois, une réquisition, et là j'insiste là-dessus, qui n'est pas une réquisition écrite, parce qu'aucune forme n'est respectée, parce qu'il ne contient aucun fait, alors que des réquisitions contiennent obligatoirement des faits. Donc je mets le parquet au défi de montrer ici que cela a été dit. Là encore, voilà des bouts d'écrits posés sur un papier qu'on veut attribuer à un homme honnête, parce que tout simplement on sait que dans cette affaire-là, il n'est ni de près ni de loin. Et qu'aujourd'hui, on veut aller sur le domaine du supérieur hiérarchique pour dire non, il était le président de la Guinée, donc il était le supérieur de tous les Guinéens. Il était le commandant en chef des forces armées. Ah oui, tout naturellement, il était un chef militaire. C'est erroné. Ça ne peut pas marcher. En tout cas, nous de la défense, nous n'accepterons pas cela. S'il faut aller devant les juridictions internationales, nous en avons l'habitude, nous irons. Mais nous pensons que nous vous faisons entièrement confiance et que vous n'allez quand même pas céder à ce que nous nous appelons provocation, à ce qui est uniquement fait pour que ces personnes ne soient pas jugées dans un délai raisonnable. Parce que depuis que cette demande a été faite ici, mais nous avons perdu inutilement 2 semaines. Ça a été fait sciemment. On aurait dû nous les communiquer dans nos cabinets. On serait venu répondre oralement ici. On aurait dû nous les communiquer même le matin de l'audience du 4 mars. On aurait lu très rapidement, on aurait répondu. Nous venons tous les jours prêts à cette audience. Mais on a attendu la fin, lorsque vous étiez prêts à lever l'audience ou à la suspendre, pour nous communiquer, sachant qu'on ne pouvait pas lire ici. On a perdu 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, ils restent en prison, ils restent en détention, ils sont privés de leur liberté, alors qu'ils ont droit d'être jugés dans un délai raisonnable. Et à cause du parquet, ce délai ne sera pas respecté. Un dernier élément, Monsieur le Président, honorable assesseur, on vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité du supérieur hiérarchique au motif que le président Dadis a dit ceci. Je ne peux m'exclure des événements du 28 septembre 2009 à ma qualité de président de la République d'alors, au même titre que le général Sekouba Konaté, qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel de ce siège par la faute du régime précédent. Le président Dadis, lisez tous les documents, lisez son audition, comprenez, je parle bien d'audition, du 28 février 2015, faite à Ouagadougou. Il a reconnu toujours sa responsabilité morale. Il a toujours dit en tant que président, mais j'étais le chef de famille. Lisez son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Chacun sait d'ailleurs les circonstances dans lesquelles il a été inculpé. C'est parce qu'il avait décidé de venir en Guinée et d'être candidat à une élection présidentielle. Et il fallait le barrer. J'ai posé beaucoup d'écrits dans ce sens-là et tout est dans le dossier de la procédure. Alors, que quelqu'un le dise, c'est sa responsabilité morale. Mais est-ce que la responsabilité morale veut responsabilité pénale? C'est élémentaire, non. Mais que quelqu'un cite une personne, puisque c'est le parquet qui tient cette déclaration ici, le général Sekouba, mais le parquet n'a daigné poser un quelconque acte contre ce général Sekouba. Et c'est le même parquet qui sort ce propos du président Dadis et demande qu'on retourne ce propos contre lui. C'est encore une frustration. Mais lui, il a fait confiance en la justice de son pays. Il est aujourd'hui détenu alors que sa détention n'est pas utile.
Lui, il a demandé à se mettre à la disposition de son pays. On aurait dû lui reconnaître au moins cette force, ce respect qu'il a eu pour la justice de son pays, pour avoir été le premier magistrat. Mais il y a un autre que l'on cite, que le parquet cite, qui a été cité par ce même président Dadis, mais qu'on n'a pas cherché à faire venir. Mais on sort ses propos et on en fait un élément pouvant aggraver son sort, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a rien contre lui. Encore une fois, on n'a rien contre le président Dadis. Et ces réquisitions au fin de requalification le prouvent à suffisance. Après pendant environ près de 2 ans, on vient dire, on va requalifier, on va donc reprendre des débats. Oui, ce sera d'autorité, ce sera d'office. Si c'était le cas, on devrait en parler, parce qu'on n'a rien trouvé. On ne pourra rien trouver contre lui. On ne pourra rien trouver contre lui. Alors, voilà, Monsieur le Président, les déclarations du président Dadis qui sont portées dans ce réquisitoire qualifié, dans ce document que l'on qualifie de réquisition, par le parquet. Et le parquet vous demande de vous fonder sur ces propos que j'ai lus publiquement ici. C'est important, on va en parler publiquement. Parce que le procès, il est justement public. Et la publicité a juste pour but essentiel qu'il y ait des assistants en dehors des acteurs que sont les avocats des parties civiles, le parquet, les avocats de la défense et ce tribunal et ce greffe. Cette publicité permet à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle, puisque le procès est médiatisé, d'écouter tout ce que nous disons, de comprendre, parce qu'ils n'auront pas le temps de lire ce qui est mis dans ces documents pour aussi devenir nos juges à nous tous, les juges des avocats, les juges des procureurs, les juges des avocats des parties civiles et les juges de ce tribunal. Voilà pourquoi nous le disons, voilà pourquoi ce document nous donne l'occasion d'indiquer que le parquet veut à tout prix aller dans le sens de la condamnation, alors qu'il se doit de requérir à charge et à décharge. Mais je termine, Monsieur le Président, sur le fondement naturellement des déclarations. Je ne vais pas parler des autres accusés, parce que leurs avocats en ont suffi, parleront d'eux et en ont déjà fait largement pour ceux qui sont passés. Mais, voyez-vous, Monsieur le Président, on veut que vous requalifiez ces faits en vous demandant de vous baser même sur la déclaration des morts. Le parquet vous dit requalifie ces faits en crime contre l'humanité. Mais nous vous disons ça parce que nous nous appuyons sur une déclaration qui a été faite par le général Toto. Mais le général Toto est décédé. Mais comment voulez-vous que nous parlions du général Toto alors qu'on ne peut pas provoquer de contradiction entre lui et ceux-là qui sont accusés, entre lui et des éléments des parties civiles? Trouve-moi. Voilà ce que le parquet dit à propos du général Toto. Ce n'est pas là. On vous demande donc, sur la base de déclarations de quelqu'un qui est mort, de le faire. Pourtant, ces déclarations n'ont jamais été faites ici à l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parquet retourne et fouille le procès verbal d'interrogatoire du général Toto. Or, le général Toto, paix à son âme, n'est pas aujourd'hui ici pour pouvoir se défendre des faits qu'on articule contre lui.
Et de toutes les façons, il a toujours indiqué qu'il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui sont reprochés. Voici ce que le parquet vous présente, ce que le journal dit. Mamadou Toto, lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle des juges, on n'est même plus ici, hein. On est retourné devant le cabinet d'instruction. Donc on est au niveau de la phase de l'instruction, de la phase de l'information. Il a dit ceci, à 14 h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi je ne voulais pas que ce meeting soit organisé. À 17 h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a dit mot. C'est ce que j'ai fait. Ces déclarations sont les déclarations d'un mort, paix à son âme. Le président Dadis a refusé catégoriquement, ici à l'audience, de parler de lui. Pour la simple raison qu'il ne vivait plus. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas vérifier. Parce que la véritable vérification ne pourrait provenir que du général Toto lui-même. Il ne l'a pas fait. Pas qu'il n'avait pas de choses à dire par rapport à ça, il en avait beaucoup. Mais parce que tout simplement, il a à cœur ce qu'on appelle le respect du principe du contradictoire. Il a à cœur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense. Mais le parquet vous demande, ça montre à suffisance que le parquet est non seulement à court d'arguments, mais il n'a absolument rien contre le président Dadis dans cette affaire-là. En tout cas, il n'aura rien. Absolument rien jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas ce qu'il pose dans un papier qu'il qualifie de réquisition qui vous fera plier, Monsieur le Président, parce que ça ne tient pas. Alors, sur l'autre déclaration des témoins, on parle de ce que tel témoin a dit en se focalisant sur, encore une fois, les PV d'audition. Je ne vais pas revenir là-dessus, Monsieur le Président. Mais si j'ai commencé par faire des observations, notamment en indiquant que nul ne pouvait plaider par procureur et que même procureur, on ne peut pas plaider par procureur, j'ai juste voulu faire comprendre que le parquet a eu une position depuis le début. Ça a été largement démontré. Et que c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il n'a pas d'éléments. C'est uniquement parce qu'il a compris qu'il a été suffisamment aidé par la partie civile. Sans la partie civile, si la défense avait été unie, Monsieur le Président, dans cette affaire, ce parquet n'aurait pas existé sur le plan du droit, je peux vous assurer. Parce que ce parquet a péché par des erreurs. Et l'une des erreurs, c'est bien encore ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de requalification, encore une fois qu'il n'en est pas une sur le plan de la forme. Si le parquet voulait ou tenait tant à cette requalification, si le parquet était convaincu
Je parle de convaincu au sens de conviction. Ce document ne nous aurait jamais été servi. Voilà, Monsieur le Président, en quoi nous indiquons que le parquet n'a jamais présenté de faits dans cette affaire-là, ici, alors que ce sont des faits qu'il aurait dû présenter et demander leur requalification. Mais au-delà de cette déclaration, tant des accusés que des parties civiles, Monsieur le Président, le parquet se fonde sur ce qu'il appelle les pièces du dossier. Alors, Monsieur le Président, les pièces du dossier. Quelles pièces le parquet vise pour vous pousser ou amener le tribunal à la requalification? Essentiellement deux. Le premier, le rapport de la commission d'enquête. Le parquet lui-même indique que le président Dadis a été inculpé sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome. Et sur la base de quoi on a pensé que l'application pouvait être faite des règles du statut de Rome. Mais